Bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers collègues, chers représentants de la presse, chers auditeurs libres qui vous intéressez à la vie municipale, chères collaboratrices et collaborateurs, Madame, Messieurs les journalistes, voilà, je vais dire comme ça. Bonsoir et merci donc de vous être joints à nous pour donc assister, pour les collègues participer à cette séance du Conseil municipal du 13 février. Alors d'ores et déjà, de peur de l'oublier tout à l'heure, je voulais souhaiter à toutes et à tous une bonne fête du 14 février. À vous, mesdames, et à vous aussi, messieurs, demain. Essayez d'arriver tôt pour bien manger en famille, pour le fêter. Hein. Et pour l'instant, donc, consacrons-nous à bien terminer le 13. D'accord ? Et nous avons ce soir un certain nombre de dossiers inscrits à l'ordre du jour. En plus de l'approbation du procès-verbal, nous en comptons, monsieur le DGS, quelques 14 affaires. C'est ça ? Hein ? Des plans de financement d'opérations où nous sollicitons notamment le fonds exceptionnel d'investissement et puis d'autres opérations sur le FISAC, etc. Et donc un point particulier que nous ferons, un focus sur le bilan des cessions et acquisitions foncières 2018 et puis d'autres dossiers qui importent donc de gérer pour que la vie quotidienne se passe bien. Et en même temps, donc, un projet de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation d'établissements d'accueil de jeunes enfants, un dossier qui a fait l'objet d'un passage en comité technique paritaire, Monsieur le Président Christian Landry. Donc, sans plus attendre, et avant qu'on instaure et on installe le décorum fonctionnel de ce conseil municipal, de cette séance, je propose à notre ami Christian Landry, notre premier adjoint, de bien vouloir, comme à son habitude, effectuer donc l'appel des présents. Question. Merci, Monsieur le maire. Donc, conseil municipal du 13 février. Patrick Le Breton. Présent. Christian Landry. Présent. Inelda Bossillon. Harry Mussard. Rosandré Mussard. Axel Vienne. Jocelyne Bati-Foulier. Henri-Claude Yébaud. Blanche Le Breton, Jean-Daniel Lebon, Marie-André Lejoyeux, Harry-Claude Morel. Gilbert Gérard est représenté par Lucette Courtois. Guy Lebon est représenté par Patrick Le Breton. Tout à fait. Raymond Vienne. Gérald Kerbidi est représenté par Axel Vienne. C'est ça. Monsieur Waro Jannick, absent. Madame Blanche-Reine Javel. Jean-Marie Grondin. Claudette Waro est représentée par Blanche Le Breton. C'est ça. Marie-Jo Lebon est représentée par Jean-Denis Naz. C'est même. Maintenant, Jean-Denis Naz lui-même. Marie-Josée Huette, Henri-Claude Huette, Lucette Courtois, Corinne Etève, Mohamed Jaffar, Julie Boyer est absente, Yanis Payette est représentée par Marilyn Georget. Ça, c'est la même. Marilyn Georget elle-même, Sylvain Waro, Monsieur Alain Guézelot, Monsieur Olivier Fontaine, peut-être en retard. Madame Brigitte Francom est représentée par Madame Priscilla Payette. C'est ça. Madame Marie-Pierre Assati. Absente. Monsieur François Rivière. Madame Priscilla Payette. Madame Rosemée Guézelot, absente, et Monsieur Harry Mallet, absent. Le
L'appel est terminé et le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci, mon cher Christian. Le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir valablement délibérer sur les différentes affaires inscrites à l'ordre du jour. Mais avant cela, il faut donc que l'on désigne un secrétaire de séance ou une secrétaire à qui le tour, Madame Marie-André Lejoyeux. Hein? Donc, c'est bon? Candidate volontairement désignée. On va mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, mes collègues, pour votre belle unanimité. Chers collègues, je propose, avant qu'on aborde les points inscrits à l'ordre du jour, dont vous avez pu prendre connaissance, que nous observions une minute de silence ce soir en hommage à des personnes qui ont servi Saint-Joseph et qui nous ont quittés entre les deux conseils municipaux notamment. Je voudrais ce soir qu'on ait une pensée particulière pour Madame Francom Ghislaine Anatoly, qui est décédée il y a 3 jours, enfin 4 jours même, le 10 février 2019 à l'âge de 86 ans. Madame Francom est tout simplement la maman de notre collègue Blanche-Reine Javel. Blanche-Reine reçoit ici vraiment notre sympathie. Je voudrais aussi qu'on observe cette minute de silence pour Monsieur Prunière Jean-Lucien, qui est un retraité de l'Éducation nationale. Ses 2 filles sont présentes ce soir et nous les saluons. Et c'est aussi le papa de Nicolas. Vous savez, Monsieur Prunière est décédé le 2 février à Saint-Pierre à l'âge de 71 ans à Saint-Pierre. Et beaucoup de ceux qui ont été sur les bancs de l'école, notamment à mon âge, et même avant ou après, l'ont connu, notamment sur l'école de Goyave. Aussi, une minute de silence pour Monsieur Huette Jean Floris, qui est décédé le 30 janvier 2019 à l'âge de 41 ans, originaire de Saint-Joseph, plus précisément de Vincent-d'Auge. Jean Floris était un passionné de la mer et sa passion a eu malheureusement raison de lui puisqu'il est décédé des suites de l'attaque dramatique d'un requin lors d'une sortie en mer à Sainte-Rose. Saint-Joseph et notamment les quartiers de Langevin, les gens des quartiers de Langevin et Vincent-d'Auge ont été très touchés. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on réponde favorablement à la demande qu'un certain nombre de ses amis nous ont faite. Madame Francom Marie-Emilia, décédée le 9 janvier 2019, c'était une de nos centenaires. On célèbre quand elles ont 100 ans, mais quand elles nous quittent aussi. Elle a l'âge de 102 ans. Et donc, c'était une famille aussi à Blanche-Reine, puisque c'était Madame Duchemin, Madame la grand-tante. Et nous rappelle notamment être allée à noces d'albâtre, j'avais appris, c'était ça, je me souviens, noces de quoi? Je sais pas, 78 ans. C'est ça, hein? C'était ça? Les noces d'albâtre, je savais même pas. Et donc, son mari était aussi décédé centenaire. Alors, entre-temps, Madame Julie Boyer est arrivée, bonsoir, et Monsieur Olivier Fontaine, bonsoir Monsieur Fontaine. Et donc, je vous demande donc que nous nous levions et que nous observions donc une minute de silence pour ces personnes disparues. Dans nos séances
nous nous consacrons à préparer l'avenir de notre ville, de notre commune, nous devons aussi ne pas oublier ceux qui nous ont précédés. Merci de votre présence. Bonne soirée. Voilà. Maintenant, nous allons aborder les différents points inscrits à l'ordre du jour. Si vous n'avez pas de questions préliminaires, mes collègues, je propose donc que l'on soumette à votre approbation le procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2018. Avez-vous des questions? Pas de questions? Bien. Je vais soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur les 4 premiers dossiers qui vont vous être présentés, nous allons donc, c'est un package que nous avons proposé à l'État pour lui soumettre justement notre demande de financement au titre du Fonds exceptionnel d'investissement sur différents projets structurants de la commune. Pour le premier point, c'est la requalification de la rue de Comte-de-Lille. Il s'agit d'approuver le projet et le plan de financement. Pour le deuxième, c'est la construction d'un bassin d'apprentissage de natation à Jean Petit. Nous savons que nous avons, sur ce dossier, pris tout simplement du retard, étant donné que c'était un projet qui est démarré en entreprise municipale, mais avec le coup de frein porté par le gouvernement actuel, notamment sur les contrats aidés, nous avons dû opérer des choix, et ces choix ont entraîné, tout simplement, je l'ai dit, des coups de frein ou des arrêts sur quelques chantiers. Le troisième point, c'est la réhabilitation électrique des bâtiments scolaires. Là aussi, même schéma, approbation du projet et plan de financement. Le quatrième, donc, c'est le cap vers la ville intelligente avec la mise en œuvre de stationnements connectés, d'espaces publics connectés en centre-ville de Saint-Joseph. Pareil, approbation du projet et du plan de financement. Alors, pour les 3 premières affaires, si vous en étiez d'accord, je propose à Axel Vienne de nous en faire la présentation. On en fera les unes après les autres, ou l'une après l'autre. D'accord? Axel, monsieur l'adjoint délégué aux travaux. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, l'affaire 1 de ce conseil concerne donc la requalification de la rue de Comte-de-Lille et l'approbation du projet et du plan de financement. Le projet de requalification de la rue de Comte-de-Lille permet à la commune de Saint-Joseph de moderniser ses voiries et participe à l'attractivité globale de la ville. Dans le cadre d'un soutien au titre du FEI 2019, une subvention peut être octroyée à hauteur de 1 385 597,31 centimes d'euros, avec une participation communale de 1 063 936,42. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet et le plan de financement concernant la requalification de la rue de Comte-de-Lille, présentant une participation communale de 1 063 936,42, et d'autoriser le maire à solliciter toute subvention y afférente et à signer tout document aux pièces se rapportant à cette affaire. Sur cela, c'est un chantier important. Et je crois que Christian Landry, comme Axel ou quelques autres, pourraient aussi nous dire. C'est une opération qui va se faire durant l'année 2019. Les marchés sont passés, ou le marché est passé, notamment. Et donc, il a été notifié. Il est en passe d'être notifié. Nous avons donc là bon espoir que ça puisse être livré dans le courant de cette année, parce que c'est sur un délai assez court que cela a été programmé. Tu peux dire 2 mots, Axel? Oui. En fait, l'entreprise attributaire a proposé donc un délai de 6 mois qui pourrait courir de la fin février, début mars, pour se terminer fin août, mi-septembre, en fait. D'accord. Et il a même été proposé donc, dans le cahier des charges, de mettre en place des pénalités de retard importantes pour que justement ce délai ne soit pas dépassé. Et l'entreprise attributaire se propose d'attaquer le chantier par les 2 bouts.
Au lieu de commencer par un point A pour finir au point B, donc elle commence des deux côtés pour se terminer au centre. Donc les 6 mois que l'entreprise propose, sincèrement, je pense qu'elle peut les tenir. En tout cas, il faudra y travailler et je demande à l'adjoint aux travaux ici, devant vous, mes collègues, à ce qu'on ait à la fois, je pense là-dessus, la communication la plus étroite avec les riverains, parce que ce seront les premiers qui seront pénalisés. Il y a un plan aussi de roulement et de réalisation de travaux qui est important de coordonner parce qu'il y a le passage des bus, etc., sur la partie basse, notamment en sortie de cours, mais aussi en entrée. Et puis, il y aura notamment des travaux de nuit. C'est ça, Axel ? C'est possible. Pour partie. Hein, oui. On peut y recourir. Alors, pour bien nous situer, pour moi, c'est pas trop difficile puisque j'habitais en partie haute de la rue Le Comte de Lille, mais maintenant, on est en partie basse, c'est-à-dire en dessous de la contournante. C'est le JA6, le rond-point de Bas-de-Gentil, qui descend pour toucher la rue Bourgine, flanc est, la rue du lycée, rue Hippolyte Fouque, du lycée du collège, qui passe à côté de la rue Pasteur devant l'ambulance Bénard et qui touche donc la rue Général de Gaulle, à côté de M. Jean-Claude Aping et des Liab Famille, comme on appelait avant, pour arriver jusqu'au pont historique de Saint-Joseph. Et donc, c'est un chantier qui, dans son enveloppe initiale, était à 3,2 millions et l'entreprise a répondu sur 3 millions 2,9 millions, on m'a dit. 2,9 millions. En dessous de 3 millions. Donc, je pense que vous avez bien travaillé. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Donc, on peut avoir là-dessus la marge qui convient. Si je peux donc, ajouter, monsieur le maire. Oui, je t'en prie. Oui, et quasiment en même temps, pour reprendre une expression bien connue, il y aura aussi les travaux de la rue Henri Payette qui démarreront quasiment en même temps. Mais qui ont été déjà attribués, ça. Oui. Donc, pour un délai un peu plus court. En fait, voilà. En fait, moi, je voulais dire que c'est un petit peu la gêne qu'il pourrait y avoir par rapport aux travaux de la rue Le Comte de Lille et de la rue Henri Payette. Non, mais il faudra. Quand je dis qu'il faut communiquer, c'est important parce que quand je disais ça, c'est une mise sur son circuit complet, c'est une mise en circulation à double sens. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle le ring va commencer à se mettre en place. Et qu'à partir du pont de la rivière des Remparts sur l'actuel RN, eh bien, on pourra, comme c'était le cas auparavant, circuler à double sens. D'accord ? Ça permettra mieux l'interpénétration et du cœur de ville. Et dans le même temps, il faut aussi souligner que nous aurons, comme tu l'as dit, pour la rue Henri Payette, c'est à côté pour les Saint-Josephois, il vaut mieux expliquer comme ça, c'est la rue qui sort de la famille Banard pour arriver au carrefour de l'Odéon, à côté de l'ancien restaurant La Case, qui touche la médiathèque, le terrain de la médiathèque. Donc cette voie, ça va être mis aussi en double sens. Donc moi je pense sincèrement qu'on répare là une erreur historique, d'avoir thrombosé la circulation au centre-ville en mettant tout en sens unique à l'époque, et que petit à petit on essaie donc on va dire de moderniser. On n'est pas là pour régler des comptes, mais je pense que quand on fait un bilan, il faut quand même visiter l'actif mais aussi le passif, et par voie de conséquence voir comment on peut régler cela. Alors, sur la partie ring, il s'agira ensuite de continuer la rue Général de Gaulle jusqu'à la gare routière, et puis demain poursuivre donc la partie basse, mais là on commencerait le tronçon haut. Et dans les travaux, il figure tous les réseaux, la mise en place de tous les réseaux. C'est pour cela qu'il y a un dossier là-dedans aussi, tout à l'heure, de maîtrise d'ouvrage unique, où en fait on demande à la CA Sud de nous restituer pour ce chantier, la maîtrise d'ouvrage en matière d'AEP, c'est-à-dire d'adduction en eau potable, et d'assainissement en eau usée, pour que l'on puisse véritablement faire un chantier global et aller plus vite. D'accord ? Donc, voilà ce qu'il était, à mon sens, important de dire sur cela. Après, il faut vraiment suivre. Je pense qu'on a prévu 2 à 3 réunions par rapport aux riverains sur la rue Le Comte de Lille, une autre sur la rue Henri Payette. S'il faut en faire 4, on le fera.
parce que je pense que tout le monde se rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, on était contraint de faire une conférence de presse sur le rond-point de Badjanti pour interpeller à l'époque le conseil départemental et sa présidente, Mme Nassima Dindar, et pour dire qu'on ne pouvait plus continuer, qu'il y avait véritablement danger. D'ailleurs, on avait interdit la circulation aux poids lourds et aux bus sur la partie comprise entre le JA6, donc le rond-point de la Contournante, et la rue Hippolyte Fouque, parce que, ça ne vous a pas échappé, on a 2 fossés à ciel ouvert, et les centaines de marmailles qui passent là pour aller à l'école, et les gens de mon quartier notamment, mais le quartier de Badjanti, qui descendent pour aller jusqu'en ville, ton quartier aussi, Corinne, eh bien, ils risquent un peu de vie tous les jours, mesurer presque, puisqu'ils sont à même la circulation automobile. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on entreprend là, et ce sera encore mieux quand ce sera terminé. Donc, c'est réseau d'électricité avec le CIDELEC, eau assainissement avec la CA Sud, soutien du conseil départemental, et puis sollicitation donc de l'État là-dessus sur ce dossier structurant. Et ça permet de mettre en cohérence la circulation avec la contournante que la région réalise notamment actuellement, et les barreaux de liaison que l'on s'est promis de faire entre le cœur de ville donc et le grand centre-ville, puisque la contournante vient ceinturer en quelque sorte, je dirais, le grand centre-ville, hein, qui est cet espace urbain important, et ce qu'on appelle donc au niveau de l'État et au niveau de notre plus le pôle secondaire par rapport à Saint-Pierre. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci mes collègues. Nous allons maintenant passer à l'affaire numéro 2, construction des bassins d'apprentissage de natation à Jean Petit. Là aussi, approbation du projet et du plan de financement, et on ne change pas le présentateur. Axel. Alors, comme a dit le maire, donc, le projet de construction des bassins d'apprentissage de natation à Jean Petit a été interrompu car sa réalisation en entreprise communale manquait de main-d'œuvre du fait de la baisse des contrats aidés. Il a été nécessaire de réorienter les priorités d'investissement. Ce projet est de nouveau prêt à être réalisé en entreprise externe. Le coût des travaux pour ce projet s'élève à 449 132,20 €. Il s'agit ici de solliciter une subvention au titre du FEI 2019 de 66 816,54 €, avec une participation communale de 172 915,90 €. Pour rappel, la région intervient à hauteur de 201 576 € hors taxes et le CNDS à hauteur de 46 000 € hors taxes. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de plan de financement concernant la construction des bassins d'apprentissage de natation à Jean Petit, présentant une participation communale de 172 915,90 € et d'autoriser le maire à solliciter toute subvention y afférente et à signer tout document aux pièces se rapportant à cette affaire. Question? Pas de questions, donc je propose de soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur l'adjoint au sport, aussi, le CNDS voulait venir plus souvent. Nous ne nous opposerions pas. Ah bon? Et ça, qui c'est qui s'en charge? Ils sont venus chez nous? Très bien. C'est vrai qu'ils... Ouais. Mais je pense que la visite du président de la Fédération de la natation un certain 1er janvier à 2h30 de l'après-midi a dû aussi compter pour son grain de sel. Et je salue par la même occasion le travail effectué par la Ligue régionale, qui est présidée par une Saint-Joséphoise, qui elle-même est notre présidente du cercle de nageurs de Saint-Joseph, Mme Guylaine Faubourg, qui mène un bon travail. Voilà. Donc, si... nous avons fini de voter. C'est le cas? J'ai mis ou voix? Personne n'a voté à l'unanimité. Je passe au 3e point. On n'a pas voté?
Vous suivez pas, mes collègues? Je suis pas prof, mais je viens de noter qu'il y avait unanimité. Monsieur Fontaine, on est d'accord, on a voté? Alors, bon, si vous voulez voter 2 fois, mais je vous dis, c'est l'unanimité, hein. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? J'aurais dû rajouter Monsieur Guézot qui est pour. Bon. OK. Affaire numéro 3, réhabilitation électrique de bâtiments scolaires, approbation du projet et du plan de financement. Axel. Alors, le FEI 2019 permet le financement des projets d'investissement du bloc communal. Le projet de réhabilitation électrique des bâtiments scolaires concerne les écoles de Vincent d'Eau et du centre. Le montant de l'opération atteint 200 000 € hors taxes. Une subvention de 140 000 € pourrait être obtenue au titre du FEI avec une participation communale de 77 000 € TTC. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de plan de financement du projet de réhabilitation électrique des bâtiments scolaires présentant une participation communale de 77 000 € TTC et d'autoriser le maire à solliciter toute subvention afférente et à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Alors, question? C'est bon? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 4, donc on reste sur les mêmes dispositifs de demande de financement, mais je vais demander à Mohamed Jaffar d'en faire une présentation, puisque c'est pas parce qu'il est plus intelligent qu'Axel, hein, mais c'est parce qu'on passe tout simplement en cœur de ville et qu'il s'agit donc de mise en œuvre de stationnement connecté et d'espaces publics connectés en centre-ville de Saint-Joseph. Monsieur Jaffar va nous en faire présentation. Bien, chers collègues, bonsoir. Alors effectivement, donc cap vers la ville intelligente, donc le projet de mise en œuvre de stationnement connecté et d'espaces publics connectés en centre-ville entre dans le cadre de l'axe 3 du plan Action Cœur de Ville. Et donc l'objectif, c'est bien sûr de faire de Saint-Joseph et de son centre-ville donc un espace complètement connecté. Donc Saint-Joseph, comme vous le savez, a déjà donc les 3 arrobases en entrée de ville. Donc on continue véritablement sur cette dynamique. Et notre souhait, encore une fois, c'est de renforcer l'attractivité donc de notre cœur de ville. Et nous sommes tous aujourd'hui utilisateurs de notre téléphone portable. Et là-dessus, eh bien, il s'agit ni plus ni moins donc d'améliorer, en tout cas nous, au niveau municipalité, l'attractivité par la mise en place d'un certain nombre d'outils. Donc, dans le cadre d'un soutien au titre du FEI 2019, une subvention peut être octroyée à hauteur de 354 838,71 € avec une participation communale de 195 161,29 €. Alors, les parkings connectés. Bon, plusieurs parkings existent, bien sûr, dans notre cœur de ville, autour du ring. Et encore une fois, il faut tout simplement faciliter et optimiser donc les déplacements et la mobilité. Cela permettra en tout cas aux usagers de connaître en temps réel les places disponibles via des panneaux d'affichage donc qui seraient installés aux principaux carrefours à l'entrée des différents barreaux de liaison donc du ring. Alors les parkings visés, vous les connaissez plus ou moins déjà, donc le parking Maury, le parking de la halle François Mitterrand, le parking, on va plus appeler ça Simply puisque ça a changé d'enseigne depuis, donc le parking qui se situe au-dessus donc du parking Intermarque, le parking de l'Odéon, bien sûr sur le linéaire donc de la rue Babé et de la rue et des rues, enfin du parking Maury également et linéaire donc de la rue Babé. Voilà pour le premier point donc concernant les parkings connectés. Deuxième point, la mise en œuvre donc d'espaces publics connectés. Donc encore une fois, faire que notre ville soit tout simplement facile à vivre, simple à vivre, quelles que soient les générations. Donc par l'installation donc de mobilier public, donc qui seraient des bancs, et ces bancs-là donc seraient bien sûr équipés de prises USB. Ils seront autonomes et couvertes donc par le Wi-Fi. Donc oui, effectivement, notre cœur de ville n'a pas beaucoup de mobilier public, donc ce sera pour nous en tout cas l'occasion là encore de rendre notre ville tout simplement facile à vivre
dans un certain confort, de faire en sorte que les Saint-Joséphois puissent se réapproprier leur cœur de ville et d'y vivre tranquillement et confortablement. Donc voilà, par la mise en place de ces différents mobiliers connectés. Voilà, donc dans tout ça, on demande maintenant, bien sûr, au conseil municipal d'approuver le projet, le plan de financement concernant l'opération donc Cap vers la ville intelligente, la mise en œuvre de stationnements connectés, d'espaces publics connectés en centre-ville de Saint-Joseph, présentant une participation donc communale donc de 195 161,29 € et bien sûr d'autoriser le maire à solliciter toute subvention y afférente et à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Voilà. Oui, M. François Rivière. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Par rapport à cette opération, on ne peut que se réjouir effectivement de rentrer dans cette modalité. J'avais juste par rapport au tableau qui nous a été présenté un questionnement sur les places pour les personnes à mobilité réduite, puisque on voit qu'il y a des places qui ont été donc déjà prévues et qui existent aussi déjà sur effectivement certains parkings. On voit que sur le parking public de la rue Général Lambert, donc il n'y a pas. Bon, peut-être la configuration peut poser souci, mais sur la rue Raphaël Babé, ces places ne sont pas précisées, alors que, sauf erreur de ma part, il y en a déjà quelques-unes. Donc, est-ce que c'était, je dirais, un point que vous allez retravailler, ou c'est au niveau du nombre de places sur les 79, est-ce que les places PMR sont déjà comprises dedans? Alors, normalement, les places PMR sont comprises dedans. Cela va de soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de tout rafraîchir aussi, puisque le temps fait son œuvre, le soleil aussi, et il est prévu effectivement, lors de la mise en place de cette opération, donc de bien repréciser donc les places de stationnement et bien sûr de faire en sorte que les PMR puissent aussi trouver leur confort de notre cœur de ville. Voilà. D'autres questions? Bien. Mettons le cap alors sur la ville intelligente. Et je vous propose donc de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien. Le 5e point donc nous amène sur la mise en œuvre de 2 maisons de services publics à Saint-Joseph, et les projets portent notamment sur les quartiers de Jean Petit et d'Éliane. Je laisse à Monsieur le DGS le soin de nous présenter ce dossier qui a suivi un petit peu une démarche particulière et il a fallu être un peu mécano, comptable et financier pour arriver au bout, mais enfin les services de l'État et la diligence du sous-préfet a aidé à ce que l'on ait notamment les assurances de retour de financement. Voilà. Tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Il s'agit effectivement du 3e plan de financement qu'on vous soumet sur les MSAP, donc d'Éliane et de Jean Petit. Cela à la demande du service instructeur. Donc, en l'occurrence, il s'agit du FEADER pour le fonds. Il faut savoir qu'au niveau de la Réunion, en plus du FNADT qui est sollicité au niveau national, on a voulu donc les services ont voulu associer de l'État, ont voulu associer aussi donc le FEADER sur le dispositif de financement. Et l'articulation est un petit peu complexe, donc on le découvre. C'est peut-être pas impossible qu'on revienne une 4e fois, mais enfin on avance quand même sur ce dossier. Comme vous disiez, Monsieur le maire, on a déjà eu donc les conventions sur les travaux. Donc c'est arrivé cette semaine, alors que la demande là date de décembre. Mais sur le fonctionnement, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça se fait en cours et le dispositif est labellisé. Donc on n'a pas d'inquiétude majeure, mais on a essayé de trouver l'articulation. C'est surtout ça qu'on voulait passer comme message. Donc par rapport à cette opération, la différence qui nous a été demandée sur les plans de financement est plutôt formelle. Notamment, il était question de formuler une demande pour 3 ans, alors qu'on nous avait dit de faire des demandes pour 1 année initialement. Et la deuxième remarque, c'était de faire figurer que les dépenses éligibles. En l'occurrence, il n'y aurait qu'un équivalent temps plein qui doit figurer dans les dépenses éligibles. C'est ce qui explique qu'on a dû faire encore quelques ajustements, sachant qu'il y aurait d'autres fonds qui sont sollicités aussi sur cette opération, au titre du FNADT et au niveau du fonds interopérateur aussi en parallèle. Donc, on peut s'attendre à avoir peut-être encore des délibres là-dessus, mais bon, l'essentiel c'est qu'on y arrive et on en prend le chemin en tout cas. Donc par rapport à ce qui vous est proposé, donc les évolutions de plan de financement, sur la MSAP de Jean Petit,
Les dépenses éligibles s'élèvent à 141 735 euros et 52 centimes. Donc, avec un montant de dépenses éligibles au titre du FEADER de la contrepartie nationale à hauteur de 113 000 euros. Et pour ce qui est de la MSAP, donc des lianes, on est sur un montant de dépenses éligibles de 113 535 euros pour un montant de FEADER et de contrepartie nationale à hauteur de 91 000 euros. Donc, ce qui est demandé au conseil municipal, c'est d'approuver le plan de financement pour la mise en œuvre de la maison de service au public de Jean-Petit, présentant une participation communale à hauteur de 28 347 euros et 11 centimes hors taxes. D'approuver le plan de financement pour la mise en œuvre de la maison de service au public des lianes, présentant une participation de fonctionnement donc par la commune à hauteur de 22 707 euros. Et d'autoriser le maire à solliciter toute subvention et à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, des questions? Non? Ça va? On a donné les précisions qui convenaient. Bien. Donc, ça concerne donc Jean Petit et Liliane. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, mes chers collègues. Affaire numéro 6. Alors, c'est un dossier qui revient chaque année en parallèle de nos dossiers budgétaires. Donc, on entre dans la période. Et là, nous sommes en tout cas à même et prêts à vous présenter le bilan des cessions et des acquisitions foncières qui ont été réalisées sur l'année écoulée, c'est-à-dire 2018. C'est M. Harry-Claude Morel, l'élu délégué, qui va nous en faire une présentation. M. Morel. C'est bien ça. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir également à nos amis de l'Hexagone qui nous regardent à travers la Web TV. Alors, comme chaque année, la commune doit se prononcer sur le bilan des acquisitions et des cessions foncières. Ce bilan est annexé au compte administratif. Ce qu'il faut retenir en 2018, le total d'acquisitions foncières s'élève à 30 373 mètres carrés pour un montant de 2 671 774 euros, comprenant les acquisitions amiables, dont les terrains de la ZAC, les terrasses, les préemptions et les conventions avec le PFR. Au niveau des cessions, le total est de 25 986 mètres carrés pour un montant de 2 162 045 euros, regroupant les ventes amiables et les ventes de LTS communaux. Les tableaux détaillés, bien sûr, de ces transactions sont annexés à la note de synthèse. Et ce soir, vous êtes donc appelés à délibérer sur ce bilan. Question. Monsieur Mohamed Jaffar. Voilà. J'ai tout simplement envie de prendre 2 minutes pour vous parler encore du cœur de ville et du centre-ville, puisque comme vous le savez tous, on a bien sûr le projet des terrasses donc, qui avance bien, qui avance vite, et ces acquisitions dont on parle, il y a quand même un peu plus de la moitié de ces acquisitions qui concernent le ring, le cœur de ville. Et donc là-dessus, si vous permettez, je vais prendre 2 minutes peut-être pour faire un zoom. Voilà, donc on a projeté donc pour vous au niveau de l'écran un certain nombre d'éléments. Donc la commune a fait la dynamisation de son cœur de ville l'une de ses priorités, en complémentarité, on le précise, avec le développement du pôle commercial des terrasses. Donc ainsi, plusieurs actions sont engagées en partenariat avec les acteurs économiques du cœur de ville, le soutien à l'association des commerçants et à l'association Gestion Cœur de Ville, la mise en œuvre du programme de rénovation des façades avec le FISAC et le positionnement de la commune sur le programme Action Cœur de Ville. À ce titre, chers collègues, une étude doit être lancée dans les semaines qui viennent afin de préciser le projet d'aménagement et d'équipement du cœur de ville qui prendra en compte l'ensemble des axes thématiques tels que les espaces publics, le déplacement et le stationnement, le logement, le développement commercial et la ville connectée. Donc plusieurs îlots cibles, comme vous pouvez le constater également sur l'écran. Donc l'îlot médiathèque, l'îlot mosquée Intermarque Mitterrand, l'îlot pôle administratif École Sainte-Anne CHU, le pôle culturel, l'îlot royal et enfin l'îlot
stade Raphaël Babé. Alors, pour accompagner cette ambition, la commune a mis en place une politique foncière en partenariat avec le PFR. Donc, les acquisitions réalisées en 2018 permettront d'améliorer les conditions de circulation avec l'aménagement de voies nouvelles comme le prolongement de la rue Maury ou encore des portions du futur ring. À ce sujet, les premiers tronçons du ring démarreront, comme vous l'a été précisé tout à l'heure par le collègue, donc dès cette année, avec les travaux de la rue Le Comte de Lille et la rue du Maréchal Leclerc, de disposer d'une offre de stationnement plus importante, car comme vous le savez, no parking, no business, les capacités de stationnement du cœur de ville de Saint-Joseph, eh bien, cette capacité-là va être doublée, voire même multipliée par 2,5 et on espère 3 en tout cas. Et puis de réaliser les équipements publics nécessaires. Je vais vous présenter maintenant de manière un peu plus détaillée les acquisitions réalisées en 2018. Alors, la première acquisition, donc l'acquisition située rue Henri Payette, donc est celle de Monsieur Daled Mahmoud, donc comme vous pouvez le voir, donc rue Le Comte de Lille, c'est en contre-haut de la partie arrière de la médiathèque. Ensuite, la deuxième acquisition donc concerne le terrain donc de Madame Assing, qui se situe, on va dire, entre la rue Le Comte de Lille et le parking de la médiathèque. La troisième acquisition, alors bien sûr, ces deux projets, donc structuration et parking, donc dans le cœur de ville, c'est-à-dire comment, encore une fois, se sentir mieux dans le cœur de ville et être efficace et rendre performant en tout cas notre commerce, mais aussi l'attraction de la ville. Et on va aussi parler bien sûr du ring maintenant avec cette troisième acquisition donc qui concerne la rue du Général de Gaulle, donc non loin du Pôle emploi. Voilà, donc le petit terrain qui est juste derrière et qui va nous permettre justement de continuer notre ring. La quatrième acquisition, celle de Madame Nangat Sarah, donc qui est située vers le parking François Mitterrand et qui permettra donc le prolongement de la rue Maury. Ensuite, juste en bas du terrain de Madame Sarah Nangat, donc les terrains Mussard, là aussi qui va entrer dans le projet. Sur la rue Raphaël Babé, donc l'acquisition du bien de Madame Lebon Marie-André. Et enfin, donc la dernière acquisition, celle de Bénard Jean-Hugues, anciennement l'Ambroisie. Voilà, donc là aussi, comme vous le savez, la partie est de Saint-Joseph n'est pas véritablement dotée de parking. Là, cette partie sera, en plus du parking situé vers l'ancien Veolia, eh bien, le parking maintenant qui sera bientôt donc à disposition, en tout cas de la clientèle et des usagers, donc vers la sortie est au niveau de l'ancienne Ambroisie. Voilà, au total, l'ensemble de ces acquisitions représente un montant d'environ 1 500 000 €. Voilà. Il y a d'autres perspectives, bien sûr, d'acquisition à court terme. Les négociations sont engagées déjà avec le CHU, donc pour les différentes parcelles qui se situent donc à l'arrière de l'hôpital, donc vers la rue Auguste Brunet, donc là aussi pour la création de parking et d'un giratoire. Les négociations également avec la famille Chan Kamsu, donc là aussi pour la réalisation de parking et d'une portion du ring. Et enfin, donc d'autres négociations avec Madame Balbolia qui se situe vers l'ancienne Odéon, donc toujours pour la réalisation d'équipements publics ou de parking. Voilà. Voilà un petit peu les éléments donc qu'on pouvait vous apporter là-dessus, donc en complément de ce que notre collègue vous a présenté tout à l'heure. Donc ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des actes forts. Voilà. Oui. Alors sur ce point, il y a encore quelques ajustements qui arrivent, comme par exemple le prononcé définitif du pont qui viendrait en bas de l'hôpital et qui nous permettrait à ce moment-là de nous doter d'une solution définitive à la traversée de la rivière d'Argentan en Pantibas, qui ne serait plus radifusible. Mais vous savez très bien que c'est quelque chose qui coûte et qui nous permettrait à ce moment-là, en effet, de boucler complètement la boucle.
Je veux dire à ce propos que M. Jean-Pierre Mahé m'a déclaré qu'il était tout à fait favorable à ce que s'il y ait une variante de redressement presque à l'horizontale de ce projet de pont qui permettrait à ce moment-là de couvrir un espace moins large et peut-être faire des économies, de se porter vendeur de son terrain bâti actuellement en face quasiment du vieux transfo. Et je voulais là-dessus remercier tous ceux qui se mobilisent pour ce travail et ne pas oublier donc Gérald de Cabidi, qui n'est pas présent ce soir mais qui est représenté, qui en mon nom a poursuivi les négociations avec notamment le CHU pour arriver à des résultats qui, nous verrons dans quelques temps, seront plutôt favorables. Voilà. Des questions? Monsieur Rivière. J'ai plus qu'une question, c'est aussi ce qui expliquera aussi notre vote par rapport à ce dossier. L'équilibre quand même qui est trouvé, puisque quand on voit en moyenne, même si les moyennes, je dirais, ne sont pas forcément parlantes, mais sur des montants aussi importants, ça peut être aussi intéressant de les regarder. On fait des acquisitions en moyenne à 88 € le mètre carré et les cessions sont à 83, mais avec des biens qui sont des logements sociaux. Donc ça montre, je dirais, aussi un équilibre et non pas une course vers l'achat de terrains certes bien placés, donc avec des prix intéressants, et une négociation donc qui est efficace. Donc comme on le dit régulièrement, lorsque je dirais, les choses sont dans ce sens et vont dans l'intérêt des Saint-Joséphois, donc par rapport au résultat final et aussi de ceux qui vendent, on le dit. Donc c'est pour ça que je voulais juste faire cette petite remarque. Merci. D'autres interventions, c'était? Non? Bien. Alors, c'est une figure que les uns et les autres prendront certainement l'habitude de voir plus souvent. On se familiarise avec. Mais si on reprenait le tracé de principe que les 11 bureaux d'études qui s'étaient mis en quelque sorte en collégialité pour travailler sur le PRU de l'époque en 2003-2004, eh bien on voit tout simplement que dans la négociation, dans les échanges, dans les démarches où aucune DUP n'a eu lieu pour l'instant sur cela et aucune expropriation, eh bien ça nous amène tout simplement à changer quelque peu les tracés, mais globalement on reste, je dirais, sur cette ligne tout en essayant de rendre cohérents les perspectives. Ainsi, entre la rue de la Gendarmerie, rue Roland-Garros, et la rue Maury, dans le projet futur tel que dressé, après que ne soit fait dans 2 ou 3 ans, donc l'endiguement de la rivière des Remparts, on devrait donc dresser une passerelle piétonne qui serait beaucoup moins imposante que celle qui existe, mais qui rétablirait, à mon sens, un trait historique, monsieur le président d'honneur de la Société d'Histoire, puisque s'il n'avait 2 voies en face, il pense qu'anciennement, il devait vraiment avoir un pont en cet endroit-là, connaissant l'intelligence de nos aînés et aïeux Saint-Joséphois. Bon, voilà. Donc, ce serait là-dessus rendre cohérent. Sur le plan routier, nous étions l'autre jour à opérer une analyse. 4 barreaux de liaison. L'actuel national qui demain permettrait tout simplement d'interconnecter 2 traversières, ouest et est, et puis 2 autres traversières, une qui peut demain sortir à partir de le GIR 8 de la contournante, qui viendrait sur la rue Jules Ferry et qui pourrait à ce moment-là donc passer par les Jacques et pointer jusqu'au flanc est de ce ring, et puis la rue Juliette Dodu à côté de la caisse d'épargne, qui partirait donc jusque vers la ravine des Grègues, en passant justement par la rue Justinien Vitry, par l'impasse des Primes Verts, son prolongement donc au bas de l'actuel ZAC, la ZAC numéro 1 des Grègues,
et donc son arrivée presque au rond-point de Manapani, à l'ancien pied de Tamarin. Tout cela, il peut constituer aussi, donc, je dirais, une traversière de plus, ce qui nous mettrait dans des possibilités de se connecter en termes de circulation avec le cœur de ville à minima en 8 points. Et ce n'est pas forcément tout, puisque sur la contournante, nous fait voyager quelquefois les esprits, c'est notamment nos collaboratrices et collaborateurs qui y travaillent, des militants aussi des fois, militants de l'action communale, c'est important, puisque ça peut nous donner en effet des possibilités d'entrée plus importantes. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est que le sujet de mise en complémentarité de la ZAC Les Terrasses et du cœur commercial du cœur de ville, du centre-ville, ce ne serait pas un vain mot, mais ce serait véritablement un pari sur l'intelligence, mais un pari aussi sur l'avenir pour nous forcer véritablement à faire exister cela. Et je pense que ça, c'est une volonté ambitieuse. Et merci Mohamed Jaffar d'avoir fait ce zoom, ce flash là-dessus, parce que ça nous permet de dire en effet que, eh bien, des mots aux actes, des fois on en est très loin. Et là, on s'en rapproche quelque peu. Je reconnais là une réaction à une réunion interne que l'on a eue il y a quelques mois et où j'avais demandé de nous mettre les tronçons restants à faire. Et c'est vrai que je vous avais dit, peut-être en exagérant un petit peu, que tout reste à faire. Donc, c'est pas tout. Mais il y a des tronçons importants. Et c'est vrai que tu avais répondu ce jour-là que, monsieur le maire, on commence et on est cohérent dans notre démarche parce que on fait des acquisitions, hein, et il ne faut pas oublier qu'on a réussi à faire entrer, et je remercie ici, par le canal peut-être de la presse ou tout simplement du moyen qu'on développe ce soir, le président de l'EPFR, mon collègue Olivier Rivière, et maire de Saint-Philippe également, et le directeur, monsieur Granvaux, d'être venu, de s'être déplacé chez nous et de nous avoir assuré qu'il ferait rentrer dans le dispositif Action Cœur de Ville le PFR, l'établissement public foncier de la Réunion, parce que vous savez que son boulot, c'est de faire du portage foncier, et que ce portage, le temps que nous n'a pas encore su quoi nous peut faire, ou le temps que nous n'a remboursé ou à payer d'autres, il s'effectue, il continue. Des fois, il y a des portages qui peuvent aller jusqu'à 15 ans, mais je souhaiterais que nous, on n'ait pas à pousser jusque-là, parce que il y a des AGO, il y a tout cela dessus, et en même temps, ça donne des possibilités de bouger les choses et de faire des propositions autres. Voilà, donc, ça me donne encore l'occasion de vous dire, grand centre-ville contournante, la ceinture, cœur de ville, c'est le ring. Et le ring, c'est un double sens que nous prévoit, avec donc toutes ces acquisitions qui nous permettront de positionner donc des poches importantes de parking, et je souhaiterais que ces parkings soient le plus intelligents possible pour qu'on puisse développer des placements doux, etc. Mais voilà. Et on n'en a pas parlé là, mais avec l'avancée du dossier de l'endiguement, je pense qu'il y a bien sûr le traitement principal, d'abord pour protéger le village de Goyave, ensuite sur sa portion cœur de ville, d'avoir donc les berges et les voies circulantes en déplacement doux justement et notamment piétonnes, mais également des possibilités de dégager, pourquoi pas, des parkings, même si ils seraient végétaux ou ensablés, en gravier, etc. Nous serions preneurs en la matière. OK? C'est bon? On va voir. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette affaire numéro 6. Affaire numéro 7, FISAC, tranche 2, rénovation des unités marchandes, modification du règlement d'attribution de la subvention. On ne change pas quelqu'un qui présente bien, donc Mohamed Jaffar à nouveau, puisqu'on est dans ton périmètre. Bien, merci monsieur le maire. Donc, dans le cadre de l'action rénovation des unités marchandes du programme FISAC, donc dans le cadre de cette deuxième tranche, le conseil municipal a par délibération du 10 avril 2018 approuvé le règlement d'attribution de la subvention FISAC. Or, il convient aujourd'hui, d'une part, de corriger une erreur matérielle concernant les rues comprises dans le périmètre prioritaire et d'autre part, de préciser le contenu des articles 6
et 8 par le biais d'un avenant au règlement d'attribution de la subvention FISAC. Donc la rue dont on parle est la rue Henri Payette, dont on a oublié donc de rajouter. Et puis concernant les modifications et les compléments, donc l'article 6, délai de réalisation des travaux, on précise qu'à défaut du démarrage des travaux dans ce délai, la subvention sera annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées en intégralité par le bénéficiaire. Il faut rappeler quand même que les bénéficiaires de ces actions bénéficient jusqu'à 80% du projet. Donc ce qui est important, l'objectif encore une fois c'est de booster, donc d'où l'importance de cette précision. Article 8, engagement des entreprises bénéficiaires des aides directes. Donc juste dire que le panneau est à la charge du bénéficiaire, le panneau sur lequel il sera présenté donc les partenaires de l'action. Et enfin, d'avertir la commune en cas de transmission, cessation, modification d'activité dans un délai de 3 ans à partir de la notification de l'aide octroyée. Donc voilà, il vous est demandé, chers collègues, d'approuver l'avenant numéro 1 au règlement d'attribution de la subvention FISAC et d'autoriser le maire à signer le dit avenant et tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Pas de questions. Numéro de vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons maintenant passer au dossier dont je vous avais parlé en introduction, en préambule. Il s'agit du projet de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation d'établissements d'accueil de jeunes enfants sur les communes. Et c'est donc Christian Landry qui a présidé le CTP cet après-midi, donc qui va en faire la présentation. Christian. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit effectivement de statuer sur le mode de gestion des établissements de la petite enfance. Je vous rappelle que ceci est suscité par l'ouverture prochaine de la crèche de Vincent d'Eau, on pourrait dire entre parenthèses enfin, et on prend à ce moment-là l'occasion d'établir un périmètre nouveau qui inclurait dans cette délégation de service public, outre la nouvelle crèche de Vincent d'Eau, les 2 micro-crèches du centre-ville et de Langevin, ce qui supposerait la suppression de la micro-crèche de Vincent d'Eau qui serait à quelques mètres de la nouvelle crèche, donc intégrée directement à la crèche de Vincent d'Eau, et dans un deuxième temps, d'élargir le périmètre à la crèche 1, 2, 3 Soleil, qui se trouve actuellement en gestion de DSP associative, avec une association, et cette DSP court jusqu'au 31 décembre 2021. Donc on laisserait, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas casser une DSP, et à son terme, cette unité 1, 2, 3 Soleil rentrerait dans le dispositif unifié d'une gestion par DSP de l'ensemble des établissements petite enfance. Pour ce faire, nous sommes aidés par comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Voilà, un assistant maîtrise d'ouvrage, parce qu'on utilise toujours des sigles et on oublie. On parle d'AMO, mais c'est quelquefois l'intérieur qui est plus compliqué à retrouver. Donc l'assistant maîtrise d'ouvrage qui a travaillé sur le dossier, et il s'agit d'un groupement d'une société qui s'est spécialisée dans l'établissement des dossiers de DSP. C'est toujours assez complexe d'un point de vue juridique, d'un point de vue formel, et il est associé à une autre structure qui, elle, est spécialisée dans la gestion de la petite enfance, plutôt pédagogique, technique, sur l'aspect matériel des crèches. Donc, cet AMO a rendu des conclusions quant au cahier des charges et nous a donné une série d'estimations des modes de gestion, et celui qui a été retenu, parce que le plus conforme à nos besoins et en général le plus utilisé aussi, c'est la délégation de services publics.
Conformément à la législation, il faut que la commission consultative des services publics ait été consultée, ce qui a été fait, ainsi que cet après-midi, nous avons eu la commission paritaire, enfin la commission technique, avec les représentants des personnels, qui a émis, elle aussi, un avis favorable. Donc, il s'agit bien d'une étape préliminaire à l'attribution d'un attributaire de cette DSP. Ça marche un peu comme un marché public. Et donc, l'ouverture de la crèche étant prévue pour le 1er septembre, nous sommes maintenant contraints par un calendrier, mais qui est respecté jusqu'à maintenant, pour pouvoir lancer l'appel d'offres à des spécialistes de la gestion des crèches ou de la petite enfance, qui devrait avoir lieu dans les semaines qui viennent, compte tenu des délais légaux imposés. De toute façon, on ne pouvait rien lancer tant que votre avis n'avait pas été émis en conseil municipal, ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez eu accès dans le dossier à l'étude de l'AMO concernant le choix de la DSP, du mode DSP. Donc, comme il appartient de se prononcer sur cette affaire, il vous est donc demandé d'approuver ce principe de délégation de service public comme mode de gestion de multi-accueil du quartier de Vincent-d'Eau, des 2 micro-crèches Langevin et Centre-Ville, ainsi que du multi-accueil 1, 2, 3 Soleil, à l'échéance de la délégation du service public en cours au 31 décembre 2021. D'approuver les caractéristiques principales de cette délégation, telle qu'elle est dans le rapport annexé, d'autoriser le maire à engager à conduire la procédure de consultation telle que prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Vous l'avez compris, la petite enfance est strictement encadrée par des textes très contraignants. Et enfin, d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce rapportant à cette affaire. Y a-t-il des questions ? Donc je vais solliciter votre vote de confiance. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, cher Christian, pour cette présentation claire et concise. Bien. Passe maintenant à l'affaire numéro 9. Je crois que c'est Axel Vienne qui intervient, puisque c'est une opération de travaux sur le traitement des eaux pluviales entre la rue du Raccourci et la R232 sur la rue Jules Loireau à la Plaine des Grègues. Et donc, il s'agit pour nous d'approuver la convention de financement entre la commune et le conseil départemental. C'est un sujet, notamment, qui passe pas loin donc du commerce Chanquen, qui a donc un projet en la matière. Bonsoir, madame. Merci de votre présence. Bonsoir. Alors, Axel. Oui. Merci. Donc, l'affaire 9, il s'agit d'une opération de traitement des eaux pluviales rue du Raccourci et à D32, donc rue Jules Loireau à la Plaine des Grègues, et également l'approbation de la convention de financement entre la commune et le conseil départemental, comme vous l'avez rappelé. Dans le cadre du traitement des eaux pluviales sur la rue du Raccourci, la commune a sollicité le conseil départemental pour le raccordement du caniveau existant sur le fossé de la RD32 rue Jules Loireau. Ce raccordement nécessite un redimensionnement du fossé existant avec la réalisation de travaux de terrassement et de génie civil évalués à 212 000 € TTC. Le conseil départemental sollicite une participation financière de la commune à hauteur de 20% du montant total de l'opération, soit 42 000 € TTC.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la convention de financement associée à cette affaire. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de financement à intervenir entre la commune de Saint-Joseph et le conseil départemental dans le cadre des travaux de traitement des eaux pluviales rue du Raccourci à la Plaine des Grègues, présentant une participation communale d'un montant de 42 000 € TTC, et d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir entre la commune et le conseil départemental, ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Monsieur Harry Mussard a participé à une réunion de la commission ad hoc. Il y a commission idoine, parce que commission ad hoc, ça a une autre signification aujourd'hui. Commission spécialisée. Il y a une dizaine de jours, et donc Harry va nous en dire quelques petits mots. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur le maire. Alors, la commission spécialisée a validé le dossier le 5 février, et ce matin, en commission permanente, le dossier a été validé. Le début des travaux, normalement, devrait commencer début avril 2019. Pardon? Pourquoi voudriez-vous que ce soit un poisson quand c'est le département, monsieur Gueslo? Parce que c'est en avril. Je vous ai tendu une perche. C'est un poisson aussi, mais d'eau douce. Bien. Non, c'est normal. Bon, ce que je voulais dire là-dessus, le département avait un projet avec nous de mise en enrobé sur le tronçon. Sur certains tronçons, nous n'étions pas d'accord sur la priorisation. Par contre, pour la Plaine des Grègues, évident, puisque nous-mêmes, nous avons fait un certain nombre de chantiers de réfection de route là-haut, ce qui, à l'heure donc de satisfaire la population, après notamment les dégradations des 3 phénomènes climatiques qui n'a gâté aucun quartier de Saint-Joseph, mais en particulier un quartier comme celui de la Plaine des Grègues qui a pris vraiment en pleine figure. Donc, avec Jean-Denis, nous avons parti notamment à la rencontre d'un certain nombre de personnes, on a fait des réunions et on pouvait comprendre aussi à la fois l'impatience, etc. Mais il pense après, le résultat n'était pas trop mal. Donc sur cela, ne pouvait pas aller faire des travaux ou laisser faire des travaux pour recasser. Donc dans une réunion qu'on avait eue notamment ici en mairie, je me souviens que je m'étais un peu élevé parce que sur les priorisations, on y trouvait qu'on n'était pas en phase. Ben, quand on regarde les résultats aujourd'hui sur Jean Petit et Jean Petit-les-Bas, il y a eu donc un tapis d'enrobé important et c'est pas terminé. Et donc là-haut, on verra après sur la poursuite. Mais les travaux dont tu parles, c'est bien de ce pourquoi on vote aujourd'hui, c'est-à-dire la réalisation donc de cette canalisation d'évacuation d'eau pluviale. Bien, mais c'est tant mieux. On était encore sur la commission spécialisée et il finit de passer en commission permanente ce matin. OK. Pas d'autres questions, les bons? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, mes collègues. Bon, vous aurez noté qu'on observera que ce ne soit pas un poisson, hein, donc on vérifie. Affaire numéro 10, je crois que c'est Axel également qui est dessus, tout comme l'affaire suivante. Et j'avais annoncé tout à l'heure, donc, en préambule de notre réunion, il s'agit donc de l'aménagement de la rue Le Comte de Lille. Bon, je vous passe les PAR plus eau, etc., et plus 850. C'est en gros le tracé sur lequel nous avons apporté nos travaux, notamment sur le premier dossier qui était passé devant vous tout à l'heure sur la requalification de la rue Le Comte de Lille. Il s'agit d'approuver la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec transfert temporaire de compétences en vue de l'aménagement donc de cette rue, de ce tronçon de rue. Et ça vaut en adduction en eau potable et en assainissement des eaux usées. Axel Vienne. Alors, sur l'affaire 10, donc, dans le cadre des travaux d'aménagement sur la rue Le Comte de Lille, la commune de Saint-Joseph et la CASUD ont décidé d'instituer une maîtrise d'ouvrage unique, notamment concernant la mise en œuvre des réseaux d'adduction en eau potable, AEP, et l'assainissement des eaux usées, EU. En effet, depuis le 1er janvier 2010, date de transfert de compétences à la communauté d'agglomération du Sud, la commune de Saint-Joseph n'est plus compétente en matière d'assainissement des eaux usées.
L'opération d'aménagement de la rue Le Comte de Lille relève donc de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage. La communauté d'agglomération du Sud, CASUD, décide donc de transférer temporairement sa maîtrise d'ouvrage à la commune de Saint-Joseph pour les compétences adduction en eau potable et assainissement des eaux usées. La commune de Saint-Joseph devient donc maître d'ouvrage unique. Elle assure la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des opérations. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'institution de cette maîtrise d'ouvrage unique et la signature des conventions y afférentes. Voilà. Bon. Quelquefois, on se pose la question si la loi NOTE n'est pas allée trop vite. Mais bon, au demeurant, sur cette question, on ne peut pas être d'accord avec ça parce que c'est nous qui avons... Enfin, c'est un ancien président de la CA-Sud et un ancien premier vice-président, mais qui est toujours le même aujourd'hui, qui était tombé d'accord pour mettre en anticipation, on ne parlait même pas de la loi NOTE, pour mettre l'eau et l'assainissement des eaux usées à l'époque, donc en gestion intercommunale, ce qui nous semble tout à fait logique. Et quand je dis ça, je parle pour d'autres sujets. Par exemple, aujourd'hui, quand on est sur l'endiguement de la rivière des Remparts, et on reviendra devant vous, que ce soit passé en intercommunalité. Il y a des logiques, quand on parlait l'autre jour de la rivière d'Abord et de la partie tampon, partie Saint-Pierre, mais là, sur cette logique-là, avec des travaux qui ont déjà, des études qui ont déjà commencé par nous, et aujourd'hui que l'Interco n'est pas doté, d'ailleurs, pas beaucoup d'Interco est doté en la matière, ça peut tout simplement entraîner des ralentissements, ce qui vaut pareillement pour les réalisations de zones d'activité économique et commerciale. Voilà. Donc il n'y a pas de questions. Tout le monde est d'accord pour aller plus vite. On fait donc une maîtrise d'ouvrage unique, temporaire. Donc on reprend la compétence le temps du chantier. Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire suivante, accès au traitement des eaux pluviales sur le chemin Paul Fontaine. Approbation de la convention de travaux relative à la parcelle AY 296, propriété de M. Christophe Lebon. Nous l'est sur entre le lieu-dit Passage et Carrosse. C'est bon? Donc, nous sommes bien sur l'exécuteur de Carrosse. Afin d'améliorer et de sécuriser la gestion des eaux pluviales sur le chemin Paul Fontaine à Carrosse, la commune envisage la réalisation d'un chenal d'évacuation des eaux pluviales sur la parcelle de M. Christophe Lebon. La présente délibération fixe les conditions de la convention à intervenir entre la mairie et le propriétaire. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir entre M. Christophe Lebon, propriétaire de la parcelle cadastrée AY 296, et la commune en vue de la réalisation des travaux de traitement des eaux pluviales sur le chemin Paul Fontaine. Et enfin, d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Des questions? Bon, là, c'est parce que l'eau coule en chemin et puis après, ça va en Côte de Monde. Donc là, on a pu trouver donc un exutoire qui peut entraîner donc et driver vers la ravine, et le propriétaire donc était d'accord. On a été avec Axel notamment et les représentants des services, M. Pascal Bigot et M. Johan Robert, notamment rencontrer ce M. Lebon, pour ça qui connaît la famille Lebon, notamment à Goya. C'est le fils de Jean-Yves, et donc il a manifesté totalement son accord, ce qui lui permet aussi d'être en partie protégé et de protéger les autres voisins et riverains. Bien, s'il n'y a pas de questions, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 12, Monsieur le DG, si vous voulez être présenté. Projet de porte de parc de Grand Coude. Comme il s'agit d'une modification d'une délibération du conseil municipal du 5 octobre 2018 que nous avons déjà adoptée, je vous laisse donc de nous faire cette précision. J'espère que nous n'aurons pas changé d'autres dossiers qui sont passés le 5 octobre 2018, parce qu'il y en avait un qui était très important. Voilà. Parle vite. Très bien. Non, effectivement, sur cette affaire, donc, nous avions soumis ce projet de recrutement le 5 octobre.
Suite à cela, le contrôle de légalité nous a fait une remarque. En fait, on avait calqué le dispositif qui avait été retenu pour le recrutement sur Action Cœur de Ville. Là, en l'occurrence, l'État nous a fait remarquer à juste titre que ça pouvait être ouvert à un titulaire, donc fonctionnaire, ce qui est tout à fait normal. Donc, on vient rectifier cette délibération en conséquence. Donc, ce qui vous est proposé, c'est donc de modifier un des paragraphes, donc en le modifiant de la façon suivante. L'emploi à temps complet est classé en catégorie A en l'absence de candidature d'un fonctionnaire. Donc, l'emploi pourrait être pourvu pour un contractuel dans les conditions prévues à un article de la loi du 26 janvier 1984 modifié. Donc, la rémunération s'établira en référence à la grille des attachés ou attachés principaux. Donc, il n'y a pas de modification substantielle, sinon l'ouverture à un fonctionnaire. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Les procédures de DVE ou autres ont déjà été aussi engagées par rapport à ça et la procédure suivra son cours suite à cette révision de délibération. En fait. Donc, voilà. Donc, pour ne pas réserver le poste à pourvoir qu'à un contractuel. C'est ça. C'est comme ça que c'était lu. Et donc là, on peut s'il y a un attaché... Tout à fait, oui. Qui remplit les critères. Quoi. OK. Voilà. Question ? Pardon ? J'aurais pu postuler. Ah, méfiez-vous. Vous auriez le droit, des fois, à des articles peu amènes, mais encore faut-il que ceux qui écrivent comprennent quelque chose. Voilà. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, convention point écoute gendarmerie, PEG. C'est l'affaire numéro 13 et c'est Gaël Lorette donc, qui est chargé de ce suivi au CLSPD qui travaille en étroite collaboration avec la police municipale qui va nous en faire la présentation. Gaël, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Dans le cadre de sa programmation, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance met en œuvre en partenariat avec la gendarmerie une action intitulée « Prévention de la délinquance en milieu scolaire », le point écoute gendarmerie. Cette action est actuellement menée dans les 3 collèges de la commune et sera ainsi déployée dans les lycées volontaires. À ce titre, une convention doit être établie et signée par les différentes parties, donc c'est-à-dire l'État, la ville de Saint-Joseph, les lycées Pierre-Poivre et Vincent d'Eau et la gendarmerie. Elle est établie donc pour une durée de 2 ans, reconductible tacitement et soumise à une évaluation à chaque fin d'année. L'objectif de ce point écoute gendarmerie est d'offrir au lycée, dans un cadre préventif et éducatif, et ce de manière individuelle et anonyme, une écoute, des conseils sur les problèmes tels que la drogue, les violences, le racket. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention point écoute gendarmerie, à intervenir entre la commune, les lycées Pierre-Poivre et de Vincent d'Eau, l'État, la gendarmerie de Saint-Joseph, d'autoriser le maire à signer la dite convention, ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Le lieutenant Angers nous avait parlé de quelques villes qui avaient déjà expérimenté cela. Et visiblement, ça a son effet, non ? Alors, sur Saint-Joseph, en fait, l'année scolaire 2013-2014, il n'y avait que le collège Achille-Grondin qui avait sollicité l'intervention de la gendarmerie, suivi donc après des 2 collèges. Et puis, il y a eu une forte demande donc des proviseurs de lycée aussi à pouvoir avoir cette intervention, puisqu'il s'agit avant tout de prévenir en fait des actes de délinquance. Et puis, ça permet aussi de travailler de façon transversale, de créer le lien ou renouer le lien en tout cas entre les jeunes et les forces de l'ordre qui ne sont pas forcément toujours bien perçues. Ça permet aussi de relativiser certaines choses et de pouvoir offrir à ces jeunes autant sur le plan préventif mais aussi sur des informations liées au métier. Donc voilà. Tu dis les jeunes, pas les jaunes. Les jeunes. Les jeunes. Enfin, pas les images que l'on voit pour l'instant le samedi, mais non, c'est les jeunes. À la télé nationale. Mais bon, non, mais c'est un dossier important. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Rivière, puisqu'il est lui-même dans son métier de tous les jours appelé à ça, mais je crois que c'est quelque chose qui a déjà fait un peu
un peu parler de lui, un peu ses preuves. Hein, et en tout cas, le commandant Imbert lui-même nous disait que dans les communes ou les collèges des communes où ils avaient mis en place, il y avait donc une remontée de satisfaction qui était faite par les jeunes, forcément par les gendarmes, mais aussi par les parents, etc., et puis par la communauté éducative. Voilà. Vous confirmez? Le commandant Imbert, donc, qui a aussi lancé un dispositif qu'il avait mis en place dans une de ses anciennes affectations. Et sur le territoire de la commune de Saint-Louis, notamment, il y a deux établissements au niveau collège qui avaient mis en place le dispositif des parents acteurs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problématiques spécifiques autour d'un établissement, ce sont des parents volontaires et qui ont leur enfant qui, par leur présence, permet, on va dire, de réguler certaines choses. Donc, et c'est vrai que ça rentre un petit peu dans ce cadre-là. C'est en expérimentation. Voilà. Oui. En tout cas, sur Saint-Joseph, il y a le collège Joseph Hubert qui va démarrer là. M. Técher s'était montré intéressé. Voilà. Oui. Donc, avec une possible déclinaison au niveau des lycées. OK. Bien. Le point écoute, gendarmerie. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, c'est quoi là? Affaire numéro 14. Organisation d'une agence postale communale au sein des MSAP de Gentil et d'Eliane. Approbation de la convention. Madame Corinne Gazard, directrice générale adjointe. Bonsoir Corinne. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc la Poste propose aux communes la possibilité de gérer des agences postales communales, offrant ainsi des prestations postales courantes, conformément à la loi du 4 février 1995, dite loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Donc dans ce cadre, les principaux services postaux de proximité seront offerts à la population. Les maisons de services au public, dont on vient de vous parler pour la 4e fois, donc, sont effectivement des espaces qui ont trouvé auprès de la Poste un intérêt. La Poste donc, a proposé à la ville de pouvoir intégrer au sein de ces maisons de services au public ces agences postales communales. Donc, comme indiqué dans la note et la convention, donc, les prestations iront des simples produits postaux, affranchissements, timbres, à des produits financiers. L'intérêt pour la commune donc, est de pouvoir offrir des horaires d'ouverture plus importantes donc, que ce qui est proposé actuellement sur Jean Petit et l'Eliane. La Poste versera une compensation financière à la commune et elle contribuera également à l'organisation logistique donc, de ces deux espaces donc, dans les maisons de services au public de Jean Petit et d'Eliane. Il est donc proposé au conseil municipal donc, d'approuver la création des deux agences postales communales dans le cadre de l'ouverture des maisons de services au public de Jean Petit et d'Eliane prévues en 2019, d'approuver les conventions relatives à l'organisation d'une agence postale communale à intervenir entre la Poste et la commune de Saint-Joseph, et d'autoriser le maire à les signer ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Y a-t-il des interventions souhaitées? Pas d'intervention? Bien. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À la demande de Jean-Daniel Lebon, donc, demande de rencontrer donc, le personnel de la Poste, notamment, pour la réorganisation au niveau de notre territoire. Je pense que c'est en effet important de les entendre. On a des propositions aujourd'hui qui sont faites à l'échelle hiérarchique, au plus haut de la hiérarchie, mais il y a aussi ceux qui sont en effet sur le terrain et qui savent donc les difficultés que nous avons à gérer, même si on disait dans une réunion récente, voilà des domaines dans lesquels, ou un domaine dans lequel l'évolution a fait des bonds énormes, et nous devons trouver à la fois le juste niveau de desserte de notre population, et en même temps la nécessité aussi de nous adapter à la modernité. Hein. Je crois même avoir dit une fois que c'était la définition que nous pourrions nous faire ou nous en faire de la ruralité, c'est-à-dire ce mouvement de balancier entre
l'attache à nos traditions, mais aussi l'ouverture obligatoire à la modernité, parce que sinon, nous les en décrochage. Et donc, on a parlé d'MSAP tout à l'heure. Le président de l'ACAF est là ce soir, et présent également. ACAF a sa Mobicaf, qui est aujourd'hui donc un bus qui circule et qui vient en proximité donc rencontrer les gens. La Caisse générale de sécurité sociale a fait un tournant à 360 degrés et même plus parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le sens de départ, donc plutôt dans le sens inverse. Et c'est une restriction des moyens de rencontre de la population, etc. Et de plus en plus, les collectivités sont sollicitées puisque nous sommes en proximité pour remplacer ou suppléer donc ces organismes publics dont un grand nombre sont donc des services de l'État, là en particulier, et aussi d'autres services comme Pôle emploi, etc. Et nous connaissons qu'avec les bornes, etc., que nous sommes appelés à mettre demain, c'est de plus en plus de numérisation, etc. Et il est fort à parier que nous aurons à mettre de plus en plus en place des postes d'écrivains publics numériques, les EPN, on va l'appeler comme ça, parce que c'est important. Voilà, on a voté cela. Donc, je vous propose, qu'est-ce qu'il y a? On avait donc des informations vous rendant compte des dernières décisions prises au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous fais grâce de la lecture, même s'il y a des dossiers importants, comme la décision du 17 décembre 2018, nous octroyons un prêt de l'AFD de 3,4 millions et un certain nombre d'autres points. Chers collègues, j'avais peur de rater l'occasion tout à l'heure. Je vous l'ai dit 2 fois, donc à toutes celles et tous ceux qui sont là ce soir, et donc même au travers de l'écran qui est devant nous. Bonne fête de la Saint-Valentin à vous toutes et à vous tous, et à vos compagnes, hommes et femmes, élus, mais également donc toutes les personnes qui sont venues assister à ce conseil. Merci, et pour ça qu'on n'a pas eu l'occasion de dire, on vous souhaite une bonne année 2019, même s'il est avec un petit peu de retard. Voilà, mais on n'avait pas eu de conseil avant. Voilà, très bientôt. Et puis, bonne fête de la Saint-Valentin aux collaboratrices et collaborateurs également.